réponds au nom du docteur Marlène Delela. Je suis médecin traitant au centre de santé de référence Kamulumba Eta. Je suis coordinatrice de l'organisation féminine dénommée Femmes Acacia. La journée du 4 septembre dédiée à la santé sexuelle, pour moi, c'est une occasion de sensibiliser sur la santé sexuelle, qui est un droit pour tous. C'est pour moi une occasion de donner l'information à ceux qui en manquent. C'est pour moi une occasion de faire le plaidoyer auprès des décideurs afin de prendre en compte tous les enjeux autour de la santé sexuelle et reproductive, mais aussi lutter contre les tabous liés à cette question de la santé sexuelle. C'est une journée qui voudrait que tout le monde soit informé, qu'il y ait un accès à l'information pour tous, afin de lutter contre les pratiques traditionnelles néfastes, lutter contre les mythes, les fausses idées autour de la santé sexuelle et promouvoir l'accès aux soins pour tous sans discrimination aucune. Il y a beaucoup de causes où je peux appeler facteurs favorisants qui donnent accès aux maladies liées à la santé sexuelle. Et je commence par citer d'abord les facteurs socioculturels, les facteurs liés à la société, liés à notre culture. Là, je suis en train d'incriminer la stigmatisation des personnes qui peut-être ils sont malades, ils ont des maladies sexuellement transmissibles, ils ont des problèmes pour lesquels ils recherchent une solution, avoir accès aux soins, mais ces personnes sont stigmatisées, ils ont honte, ils ont la peur d'aborder ces genres de questions. Et bien, les maladies continuent à se développer dans leur organisme. J'incrimine la pauvreté, qui est aussi un facteur favorisant aux maladies liées à la santé sexuelle. Cette pauvreté fait que les personnes n'ont même pas accès à l'éducation, surtout les jeunes filles. Et les pauvres, elles se livrent auprès de n'importe qui. Il y a des jeunes qui n'ont même pas l'information qu'avant de se marier, il faut faire des examens prénuptiaux. Vous vous rendez compte? Et là, c'est aussi le manque d'information. J'incrimine des pratiques traditionnelles néfastes. Quand je parle des pratiques traditionnelles néfastes, c'est notamment la mutilation féminine. Au village et dans d'autres tribus où on continue à demander aux petites filles de tirer les petites lèvres de leur organe génital pour pouvoir satisfaire l'homme plus tard. Ça fragilise cette partie du corps et ça donne accès aux maladies sexuellement transmissibles, même aux autres infections vaginales, aux infections banales qui ne permettent pas que la fille puisse vivre une santé sexuelle épanouie, libre et développée. Il y a beaucoup de causes qui font que les personnes puissent développer les maladies liées à la sexualité. Ces maladies-là, il s'agit des infections sexuellement transmissibles, par exemple la syphilis, la blénorragie, le virus d'immunodéficience humaine, le VIH, qui va se développer au sein de l'organisme pour devenir le VIH-Sida. Il y a l'hépatite virale qui la plupart ou la majorité des personnes ignorent. Ils pensent que quand la personne ou quand deux jeunes qui sortent ensemble, par exemple, qui ont des comportements sexuels non responsables, qui couchent ensemble sans préservatif. Pourquoi? Parce qu'ils savent que non, on a déjà fait les tests, on est séronégatif. On n'a pas développé le VIH. Ils ignorent qu'il y a l'hépatite virale, il y a la syphilis, il y a la blénorragie. Toutes ces maladies se transmettent aussi par voie sexuelle. La prévention passe par d'abord l'information. Quand on est informé, on est outillé, on adopte un comportement responsable. Et ce comportement responsable pour les jeunes, c'est d'abord l'abstinence sexuelle, qui ne sont pas mariés. Pour les mariés, c'est la fidélité. Et pour ceux qui ne savent pas se contenir, ni pour l'abstinence, ni pour la fidélité, il y a les préservatifs. Ce sont des barrières qui permettent à ce que quand vous y allez avec n'importe qui, vous ne connaissez pas son état sérologique, vous puissiez vous protéger contre toutes ces maladies. Mais aussi pour prévenir ces différentes maladies,
non seulement l'information, mais il faudrait que les leaders communautaires, il faudrait que les hommes, il faudrait que les parents et toutes les autres personnes puissent se mobiliser dans la lutte, puissent se mobiliser dans la protection des générations de jeunes aujourd'hui, mais aussi des générations futures, pour prévenir une communauté saine, une communauté sans maladie. Quand on parle de la santé sexuelle équitable, ça veut dire que tout le monde doit avoir accès aux soins de santé sans discrimination. Et cet accès, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Il y a une fille qui, peut-être, elle a eu des relations sexuelles non protégées, elle n'a pas vu ses règles, elle veut arriver à l'hôpital pour savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Elle a des douleurs abdominales, elle a peur, elle a honte d'en parler à n'importe qui. Elle a peur de ses parents parce qu'il y aura la stigmatisation, etc. Parce qu'il y a des valeurs que les parents veulent promouvoir et protéger. Mais derrière tout ça, elle a déjà commis les forfaits. Elle arrive à l'hôpital, la première personne qui la reçoit commence à la stigmatiser, lui remet en cause. Du coup, elle ne sait même pas parler de son problème. Elle s'est recroquevillée sur elle-même. Et plus tard, elle va trouver la solution pour se débarrasser de cette grossesse. Et en allant chez le charlatan, elle a accès à un avortement à haut risque. Parfois, elle perd la vie. C'est de là que nous parlons de l'accès aux soins, mais cet accès qui est équitable. Pour qu'il y ait l'équité, c'est mieux qu'on donne la possibilité à tous de jouir de ce droit, parce que la santé sexuelle, c'est un droit parmi les droits humains. Pour que tout le monde puisse jouir de ce droit, il faudrait faciliter et les jeunes, et les hommes et les femmes à jouir pleinement de leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive. La santé sexuelle en elle-même, c'est cette santé qui permet le consentement de la personne, qui permet la jouissance, qui permet l'égalité en matière de santé sexuelle. Mais la santé sexuelle reproductive, là, c'est cette santé qui permet que la personne puisse jouir de la fertilité, de la personne, si elle est déjà enceinte, par exemple, qu'elle puisse avoir accès aux consultations prénatales, postnatales, etc. Et même aux méthodes contraceptives. Voilà, une femme autonome, c'est cette femme qui a la capacité de prendre des décisions éclairées sur sa santé. Elle prend des décisions éclairées sur quand elle veut avoir accès à la sexualité, parce qu'il s'agit de son corps. Comme il s'agit de son corps, elle a la maîtrise de son corps. Elle jouit de droits liés à l'intégrité physique. Personne ne peut toucher son corps sans son consentement. Et si elle est autonome, c'est qu'elle s'est dit, bon voilà, je suis jeune, mais j'ai besoin d'étudier, j'ai besoin d'avoir mon diplôme, et après je vais me marier, et après je vais commencer une vie sexuelle. Et après, quand est-ce que je vais tomber enceinte? Je vais avoir combien d'enfants? Elle ne décide pas seule, mais elle discute avec son mari, avec son époux. Ils prennent des décisions ensemble et ces décisions vont en faveur de sa santé. Ces décisions ne nuisent pas à sa santé. C'est cette femme-là qui est autonome. Et cette autonomie permet que la femme puisse se développer, puisse être épanouie. Et cette femme puisse contribuer au développement du pays. Encore, si je peux le dire, au développement de sa communauté, au développement de sa propre famille. Le fait que le sexe, c'est un sujet tabou pour nombreux,
freinent l'épanouissement de droit à la santé. Les obstacles liés aux violences basées sur les genres. Parce que là, c'est quelqu'un qui veut jouir sexuellement, mais sur un autre corps où la personne n'a pas donné son consentement. Et quand cette fille, elle est victime des viols, on l'a brisée et sur le plan mental, sur le plan social et sur le plan physique. Ce sont des obstacles à la jouissance des droits sexuels et reproductifs. Les mutilations génitales féminines, ça ne permet pas. Parce que la personne, quand elle développe des maladies, ces maladies ne permettent pas que vous puissiez être en bonne santé. Parce que la santé, c'est parmi les droits fondamentaux, parmi les droits humains. Quand vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas faire l'émission comme je l'ai fait. Quand vous êtes en train de faire la diarrhée 4 fois toutes les 2 heures, par exemple, vous ne pouvez pas venir au bureau, vous ne pouvez pas travailler. Vous avez des syphilis, vous avez des pneumorragies, vous avez des démangeaisons, ça ne vous permet pas de vous mettre comme ça devant les gens. Il faut vous gratter 1000 fois sur votre corps pour ne pas sortir. Mais tout ça, ce sont des blocages parce que le fait que les personnes tombent malades, ils n'avaient pas l'information. Après, ils ont des conséquences liées au comportement non responsable. Ils ont peur d'aller chercher même la solution auprès des institutions des tutelles, notamment les structures sanitaires. Et par conséquent, ils continuent à multiplier ces maladies, à contaminer d'autres personnes. Donc tout ça, ce sont des obstacles. Les obstacles liés même au service des soins. Ça veut dire que les services des soins doivent être à même de répondre aux besoins liés à la planification familiale, aux besoins liés à la prévention des maladies sexuellement transmissibles, pour tous, sans discrimination aucune. Mais si tout ça n'est pas vraiment bien structuré, c'est vraiment un grand obstacle. Alors, quelle stratégie? Je n'ai pas oublié les mariages précoces, les grossesses non désirées. Tout ça, ce sont des obstacles qui ne permettent pas que les gens puissent jouir pleinement de leur droit à la santé sexuelle. La stratégie, je parle d'abord en matière de système de santé. Il faudrait qu'il y ait une couverture effective dans les systèmes de santé en matière de planification familiale. Quand je dis planification familiale, ça veut dire que tout le monde qui a accès aux préservatifs doit en avoir. Dès qu'il y a rupture des stocks, c'est déjà un problème. C'est un comportement que vous ne saurez pas mettre fin à un comportement comme ça dans la communauté. Le changement de comportement, c'est une guerre de longue haleine. Ça ne va pas se terminer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? C'est mieux de prévenir les maladies. Prévenir les maladies, c'est permettre qu'il y ait les soins, que ces soins-là soient accès à tous. Première stratégie. Une autre stratégie, c'est le changement social des comportements à travers l'information, la sensibilisation, les dialogues intergénérationnels entre parents et enfants. Les parents ne doivent pas avoir honte et peur, ce sont vos enfants, c'est vous qui les avez mis au monde. Le problème qu'il y a là en rapport avec les dialogues entre les parents et les enfants, c'est que les parents ont peur d'aborder les questions liées au sexe parce que c'est un tabou. Non seulement parce que c'est un tabou, c'est qu'ils ne savent pas comment s'en prendre. Ils ne savent pas quels sont les mots qu'il faut utiliser. Ça devient un peu complexe. C'est ainsi qu'il y a l'UNESCO qui a élaboré un manuel sur la santé sexuelle complète. Et là, ça commence à partir de 5 ans. Il y a des tranches d'âge et des messages adaptés à chaque tranche d'âge. Et ces messages qui permettent que les parents, quand ils sont formés, ils sont encadrés, ils sont outillés sur ce genre de messages, de contenus pour chaque âge. Je pense que ceux qui ont fait ce projet pilote, par exemple, parce que j'ai appris ça au niveau de l'école de santé publique, où l'école de santé publique de Kinshasa avait commencé un projet pilote, comme un test, par exemple, à encadrer une cohorte de 30 parents, par exemple,
en leur donnant, en les formant sur quels sont les messages adaptés à chaque tranche d'âge sur l'éducation sexuelle complète. Eh bien, au moment où ces parents ont été outillés, ils ont compris qu'on avait peur parce qu'on ne savait pas comment aborder les questions liées à la sexualité pour nos enfants. Mais au moment où ils ont maîtrisé, je pense que ça a été une histoire de succès. Et ces parents ont continuellement travaillé dessus, à encadrer leurs enfants, et ces enfants étaient des responsables sur le plan sexuel. Le message que je lance, c'est que la sexualité ne doit pas être un tabou. Nous devons briser ce tabou, briser les silences, sensibiliser, informer, mobiliser les leaders, mobiliser les hommes, mobiliser les églises, mobiliser les chefs coutumiers, mobiliser les autorités politico-administratives sur la question de la santé sexuelle. Parce que c'est une question qui est tabou pour certains, mais qui nous ronge, qui nous apporte beaucoup de problèmes. Et ces problèmes, parfois, n'ont pas de solutions. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé les silences. Donc, nous devons briser les silences, trouver des solutions afin que tout le monde ait accès à une santé sexuelle épanouie. Parce que si tout le monde a une santé sexuelle épanouie, c'est une communauté qui est développée et prospère.